Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Auto-Légende, durant lequel nous allons encore une fois remonter le temps pour vous faire découvrir un véhicule de prestige. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jean-Pierre. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous présenter. Jean-Pierre? Oui. T'es là? Oui, oui, je suis là, oui. Ah, bonjour. Bonjour Angélique. Enchantée. De même. Alors dis-moi, on est où? Eh bien, on est à l'entrée de mon garage de voitures anciennes. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est une Jaguar celle-ci? Oui, ça c'est une Jaguar, c'est un XK150 de 1956 que j'ai depuis 22 ans et avec lequel j'ai beaucoup roulé, beaucoup de rallyes dans les Pyrénées, au Mans, à Montlhéry. Ah d'accord. Oui, oui. Et donc c'est cette voiture que tu vas nous présenter aujourd'hui? Non, c'est pas celle-là, c'est une surprise, on verra tout à l'heure. Ah d'accord, mais celle-ci, il y a beaucoup de choses à dire par contre il y a aussi. beaucoup de choses à dire parce que depuis 22 ans, j'ai fait beaucoup de choses avec. Eh bien écoute, tu vas m'en dire un peu plus alors. Allez, je t'invite à monter. Jean-Pierre, dis-moi, celle-ci, voiture, tu l'as restaurée? Non, non, je l'ai achetée comme ça. Tu l'as achetée comme ça, telle quelle? Telle quelle, simplement. J'ai fait refaire le tableau là, en ronce de noyer. Parce que c'était pareil, c'était en cuir beige comme ça ne me plaisait pas. Mais sinon, bon, je l'ai un peu modernisé quand même, parce que j'ai fait beaucoup de rallyes dans les Pyrénées et la direction n'était pas assistée. D'accord, et donc ça c'est toi qui l'as fait? Ça c'est moi, j'ai monté une direction assistée. D'accord, donc tu restaures alors, tu es un grand passionné. Ah oui, depuis toujours. À 15-16 ans déjà, avec mon jeune frère, on avait acheté une Citroën de 1920 que l'on a entièrement démontée pour savoir comment s'était fait une voiture. Bon, après on l'a remontée, mais on s'est fait aider quand même. Ah, parce que c'était compliqué, non, à 15-16 ans? Ah oui, mais on a toujours été dans la mécanique plus ou moins. Mon père avait une entreprise de bâtiment, donc il y avait des ateliers de mécanique, et donc on était toujours fourrés dans les ateliers, etc. D'accord, donc déjà que toi tu avais 15-16 ans et ton frère, donc il était encore plus jeune que toi? Oui, il avait 12 ans. D'accord, donc 12 ans, 15 ans, vous étiez en train de faire la mécanique comme ça? Oui, lui, il avait une petite valise. Dedans, il y avait des petites voitures. On appelait ça des dinky toys à l'époque. Et on pouvait changer les carrosseries, etc. Et il était toujours, dès qu'on partait, il prenait sa petite valise. Et plutôt que de s'embêter à écouter les grands par là, discuter, il jouait avec ses voitures. Il était même plus passionné que moi. Oui. Ah d'accord, très bien. Et donc, du coup, la passion, toi, pour les voitures, elle est venue de là? Voilà, et donc après bon, j'ai laissé tomber parce que mon père a pris la retraite, il nous a confié l'entreprise, on a été très occupés. Et c'est lorsque mes enfants ont été grands, sont partis, parce que j'ai un garçon et une fille, sont allés à Paris faire leurs études. Moi j'avais une CX Citroën. Et dans l'entreprise, il y avait un mécano dieseliste qui avait travaillé 5-6 ans dans une agence Jaguar. Chaque fois que j'allais dans l'atelier, il me disait « Jean-Pierre, il vous faut acheter une Jaguar ». Je dis « Non, moi, t'es pas fou, une Jaguar. Pour moi, c'est comme une Rolls, une Jaguar à l'époque. » Et à force de me casser les pieds, je me suis décidé, j'ai acheté une première Jaguar. D'accord, donc là, hop, la passion est revenue là. Là, j'ai attrapé le virus. Ah, là, vous avez attrapé le virus. J'ai attrapé le virus. Et donc, après, quelques temps après, j'ai commencé, mes collaborateurs ont commencé à prendre le relais de l'entreprise. J'ai eu un peu plus de temps libre et j'ai commencé à acheter des Jaguars. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu une série de Jaguars comme ça. Voilà, il y a eu une marque II. Mais ce sera pour une prochaine fois peut-être, avec lequel j'ai mes petits-fils, puisque j'ai 4 petits-enfants, dont 3 garçons, les 2 aînés des garçons. Et nous avons fait un rallye Paris-Pékin, 14 000 km avec la marque II. Paris-Pékin? Oui, 6 semaines, 14 000 km. Oui, oui. Et comment ça se passe un rallye aussi long comme ça? Eh bien, on ne part pas à l'aventure comme ça quand même. Ah, tu me rassures, parce que là, ça me fait peur. C'est une organisation qui fait des rallyes au long cours. Et donc, ils organisent comme ça des rallyes Paris-Pékin tous les 2 ans. Et puis, on a fait également l'Amérique du Sud. Et tu continues aujourd'hui de faire des rallyes? Moi, je lève un peu le pied. Tu lèves le pied? Avant, avec cette voiture-là, j'en ai fait, je ne sais pas, 20, 30, j'en sais rien. Ah, quand même? Ah oui, oui, je faisais avec mon gendre. Et c'était des rallyes de régularité. Et donc, j'étais encore en activité. Et mon gendre est malade en voiture, donc il conduisait. Ah ben ça, c'est dommage, ça. Il conduisait, donc ça, il n'était pas malade. Et moi, je faisais le copilote. Et calculer en régularité en permanence et calculer la semaine, et j'ai dit maintenant ça suffit, on arrête.
Donc je fais des rallyes balades. Qu'est-ce que tu fais comme type de restauration? Tu touches à la mécanique, tu Moi touches je à la touche carrosserie? à la mécanique, oui, j'adore ça. Par exemple, je viens de terminer la restauration de la 403 de mon beau-père de 56. Waouh! La 403 qui est à mon épouse, donc j'ai refait le moteur. Super! La boîte à vitesse, le pont, les freins, etc. Ah oui, tu refais pas mal de choses. Par contre, sur les Jaguars, les moteurs, ça, c'est plus compliqué, je ne les touche pas. D'accord. Mais tout le reste, les freins, d'ailleurs, c'est là que j'ai amélioré les freins, parce que quand même, les freins de 56, c'était un peu limite. Donc j'ai monté des doubles pistons de frein devant, les pistons de devant, je les ai mis derrière. Et là, avec la direction assistée, elle se conduit comme une voiture moderne. D'accord. Donc en plus des rallyes, tu peux t'en servir le week-end, en balade. En balade, etc. Jean-Pierre, est-ce que tu peux me donner quelques indices sur la voiture qu'on va aller voir? Parce que tu m'as dit que ce n'était pas celle-ci. Non, c'est pas celle-là. D'accord. Ça en est une autre. Ça, c'est une Jaguar aussi? Non, c'est pas une Jaguar. Ah, c'est pas une Jaguar. Non. Une anglaise? Oui, c'est une anglaise. D'accord. De quelle année? 1930. 1930, ouais, ça commence à remonter ça, 1930. Oui, en plus c'est un prototype. Un prototype? Oui, une voiture unique. Une voiture unique au monde? Oui, tout à fait. Ah oui, alors par contre, je veux aller voir ça, parce qu'une voiture unique au monde, ça m'intrigue. Hein. Ben on y va. Allez. Alors bon. elle est là, elle est bâchée. Ben voilà, elle est bâchée. Ah. Tu es content de la découvrir? Ah ben oui, mais je serai encore plus contente une fois qu'on l'aura débâchée. Allez, 1, 2 et 3. Hop. Waouh. Attends. Voilà. Oh, mais attends, c'est une Rolls, ça. C'est une Rolls-Royce de 1930, prototype expérimental numéro 25. Conduite à gauche. Conduite à gauche, prototype numéro 25. Pièce unique. Oh, ben c'est magnifique. C'est magnifique. Et je vais te raconter l'histoire tout à l'heure. On va la sortir. Oui. Et puis je vais te raconter son histoire, parce que je la connais de A à Z. Tu la connais sur le bout des doigts? Oui, tout à fait. Jean-Pierre, elle est immense, cette voiture. Oui, 6 mètres de long. 6 mètres. Oui. Magnifique. Voilà, 6 mètres de long. 6 mètres de long, Rolls-Royce 1930, prototype du modèle Phantom 2. C'est le prototype du modèle Phantom 2, celle-ci. Phantom 2. Son numéro, c'est expérimental numéro 25. Alors, dis-moi Jean-Pierre, comment on fait pour acheter ce type de voiture? Comment ça se passe pour acheter un prototype comme ça? C'est une histoire de hasard. Ouais. Je vais souvent à Goodwood, en Angleterre. C'est un circuit de cours de voitures anciennes. Ouais. Ce circuit appartient à Lord Montagu, du côté de Portsmouth. Et j'ai appris qu'il y avait une grosse bourse d'échange, plus de 1000 exposants anglais. Et donc, une année, j'y suis allé avec des amis parce que je cherchais des pièces pour les Jaguars. Et j'ai trouvé un marchand qui vendait des voitures anciennes et il avait une Rolls. Et donc, je me suis mis à discuter avec lui. Je lui ai demandé si elle était à vendre. Il m'a dit non, elle est déjà vendue. Et si vous êtes intéressé, j'ai quelque chose d'un peu exceptionnel. Et il me dit, je ne l'ai pas là. Dès qu'elle est opérationnelle, je vous envoie par mail des photos, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord, mais à ce moment-là, tu savais toujours pas que c'était un prototype. Non, il m'a dit conduite à gauche. Ça m'a un peu... Alors, je sais que Rolls avait une usine aux États-Unis où il faisait des voitures conduites à gauche. D'accord. Il m'a envoyé les photos. Je suis parti en Angleterre avec le gendre de mon fils, qui est anglais et qui est amateur de voitures anciennes également. Et donc, on est allé découvrir la voiture. Alors, effectivement... c'est assez impressionnant. Moi, j'ai été impressionné, effectivement. Conduite à gauche, un torpedo. Donc, cette voiture a été construite par l'usine Rolls-Royce pour le nouveau modèle Phantom 2 destiné au marché américain. Et c'est un Américain, Carl Slack, qui avait mis au point les machines à faire les tickets pour les bus, les cinémas, etc., qui a eu envie d'une Rolls et qui l'a acheté châssis nu. Châssis nu, comme ça. C'est-à-dire
Là, il n'y avait que le capot et tout ça, rien. Il n'y avait rien. Et qu'il l'a fait carrosser comme ça, en open tourer, par un gros carrossier américain très connu qui s'appelle Wintingham et Michel. Et après, il l'a amené aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle a un peu une ligne des années 30, Al Capone, etc. avec le petit pare-brise. De toute façon, oui, tout à l'heure, tu m'as dit, elle est de 1930. Elle est de 1930. Et là, nous sommes en 33, 34 à peu près. D'accord. Donc, après, elle a appartenu à 2 collectionneurs. Et ensuite, elle a été mise aux enchères chez Bonhams. Et c'est ce commerçant en voiture ancienne qui l'a rachetée. Mais elle ne fonctionnait pas. Donc il l'a remise en état de marche. Et il m'a dit, moi j'ai attendu 3-4 mois quand même avant qu'il me la présente. Et quand je l'ai vue, j'ai flashé. Tu as flashé dessus? J'ai flashé dessus. Bon là, il y avait la carrosserie, il y avait tout. Quand tu l'as vue, elle était comme ça. Comme ça. D'accord. Alors, j'ai toutes les capotes. Parce qu'on peut la décapoter. Comme tu vois, il y a des vitres à l'arrière pour les passagers. Donc les vitres à l'arrière se plient, s'escamotent. Il y a également une toile qui se met dessus. Et ensuite, j'ai tous les côtés en cas de pluie, etc. Et voilà. Oui, parce que là, tu es limité quand même après au niveau... Quand il pleut, c'est pas gênant? Ah non, mais il y a des panneaux qui se mettent et qui s'emboîtent là. Tu vois? D'accord, très bien. Et Jean-Pierre, est-ce qu'on peut monter à l'intérieur? Oui, bien sûr. Oui. Mais d'abord, je veux te montrer quelque chose. Viens voir. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Là, sur ce petit écusson-là. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Tu vois, il est peint en noir. Oui. Donc, à l'origine, c'était rouge. Ah bon? Et lorsque un de ces 2 associés, Rolls-Royce, est décédé, il y a eu une bande noire, l'autre rouge. Et lorsque les 2 ont été décédés tous les 2, l'écusson est devenu tout noir. Ah d'accord, ils ont repeint l'écusson en noir lors du décès des 2 associés. C'était rouge, oui. Waouh, ben dis donc, oui, c'est une sacrée anecdote. Voilà. Effectivement. Bon, allez, on monte dans la voiture. Allez. Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est? Ça, à quoi ça sert? Ça, ce sont les commandes tout au volant. Ceci, c'est pour l'avance à l'allumage. Ça, c'est la richesse, quand il y a des côtes. Et ça, c'est l'accélérateur à main. D'accord. Tu as les commandes au volant? Oui, toutes les commandes sont au volant et ça va au moteur par tout un tas de biellettes. Il n'y a pas de câble électrique, c'est tout manuel. Tout manuel, oui, je vois que c'est très sobre à l'intérieur. Et à l'extérieur aussi, je me posais une question tout à l'heure. Je me disais qu'en fait, tu avais les rétroviseurs posés sur 2 roues. C'est les roues de secours. Ce sont les roues de secours, c'est le style américain. Si tu vois des voitures à l'époque 1930, 1925, 1930 aux États-Unis, les grosses, elles ont toutes 2 roues de secours. D'accord. Et alors, si tu changes une roue, il faut que tu remettes l'autre et que tu remettes le rétroviseur dessus. Ah oui, absolument. Autrement, parce qu'il y a bien celui-là, mais la glace derrière, elle est toute petite. Et là, qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'est petit moteur, c'est les essuie-glaces. Ah, d'accord, c'est les essuie-glaces. Voilà. Et alors, donc du coup, tu l'actionnes comment? Avec ce bouton là. Sur le côté. Et donc, voilà. Derrière, tu as la place pour les passagers. Oui, pour les mettre les propriétaires. Parce que normalement, devant, c'est le chauffeur. Et derrière, donc derrière la glace, tu as le siège passager. Ils sont couverts. Et ils sont bien protégés. Donc ils ont les jambes couvertes ici à l'intérieur. Oui. D'accord. Ils ont même une petite vitre aussi de protection. Voilà, parce que tu peux rouler comme ça et la vitre est décapotée. Donc tu es protégé du courant d'air derrière. Jean-Pierre, dis-moi, est-ce qu'on peut décapoter pour voir ce que ça donne? Oui, bien sûr, avec plaisir. Il te faut dévisser cette vis là et puis on va descendre et on va enlever. Et on va pousser la capote. Très bien, mais moi je te propose d'appeler quelqu'un pour m'aider à le faire. Avec plaisir, pas de problème. Salut Angélique, comment ça va? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Alain. Allez, hop. Tiens, tu vas nous aider. Ah bah écoute, on a besoin de toi. Avec plaisir. On va enlever. Bon, tu dévisses là, tu soulèves. Impeccable. Allez, tac, hop, on plie. Il faut lever. Ouais, tu te débrouilles comme un chef, hein? Bah écoute. Voilà, hop. Voiture de collection, c'est ma passion. Très bien. Magnifique. Bon, mais écoute, je te laisse en compagnie de Jean-Pierre pour découvrir bonjour de près. La Rolls. Oui, c'est vrai, pardon, désolé. Je suis impressionné par la masse de cette voiture. C'est juste magnifique. Maintenant, j'aimerais, vous avez parlé un peu avec Angélique tout à l'heure de la voiture, mais moi j'aimerais voir ce qu'il y a sous le capot. Ah ben avec grand plaisir. Allez, merci. Allez, je te montre ça. Ah, il faut que je tourne la Lady.
Ah oui, ça c'est un aspect technique aussi de la voiture. Voilà. Pour ouvrir le capot, il faut bouger l'insigne. Voilà l'engin. Mon Dieu, que c'est énorme. Écoute Jean-Pierre, maintenant, parle-nous de ce monstre qui est un moteur énorme. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, parce que c'est tellement énorme que j'aimerais que tu nous dises. Donc c'est un moteur, c'est un 6 cylindres en ligne, de 8 litres de cylindrée, pratiquement 8 litres. Bon alors les particularités, c'est un peu son carburateur, que tu vois là, c'est cette grosse pièce. Et pour l'alimenter, le carbu, le problème c'est que le réservoir, il est derrière, il est plus bas que lui, donc il faut faire remonter l'essence. D'accord, donc tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est cette pièce là-bas. Cette pièce chromée là-bas, c'est un petit réservoir, ça s'appelle un exhausteur. D'accord. Pour faire monter l'essence, de l'autre côté du moteur, il y a une petite pompe à vide qui fait le vide à l'intérieur, donc l'essence arrive, et après elle descend par gravité jusqu'au carburateur. À côté, là, tu as une pièce noire, là, un petit réservoir, c'est la réserve d'huile pour le graissage des articulations de la voiture. C'est pas le moteur. C'est pas le moteur. Articulations. Des articulations, la direction, les biellettes, la suspension, etc., etc. Voilà. Alors je vais te montrer autre chose. C'est que là-dessus, tu peux régler la richesse. Tu peux régler l'avance à l'allumage. Tu m'as montré tout à l'heure sur le volant. Tu as un accélérateur à main, tout sur le volant. Alors je te montre. Montre-nous. Je te montre. Alors on commence par la richesse. Alors, reste au carburateur. Regarde les biellettes là. Tu vois là? Ça bouge, bien sûr. Tu vois, ça bouge. Alors, quand tu as appris ton régime de croisière... Donc quand la voiture est chaude, quoi. Hein. Elle est chaude, elle roule, elle n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Tu lui diminues son absorption d'essence. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle consomme entre 25 et 30 litres au 100. Hein. Bien sûr. Voilà. Une côte arrive, tu as accéléré, tu lui envoies un peu de gomme, tu lui envoies de l'essence. Bien sûr. D'accord. Après, pour la démarrer, tu peux faire régler l'allumage. Ça bouge de partout, en bas, en haut. Voilà, le delco, tu as le delco, parce qu'il y a un double allumage dessus. De ce côté du moteur, tu as un delco, là-bas où il y a les fils. Je vois bien. Et de l'autre côté, il y a une dynamo. D'accord. Et donc, il y a 12 bougies, 6 de chaque côté. Ok. Voilà, alors le problème, c'est d'arriver à synchroniser tout ça. Bien Moi, sûr. je ne l'ai jamais touché, ça marche très bien. Je pense qu'il ne faut pas trop le toucher. Je ne surtout pas le toucher. Je pense. Et après, alors là, c'est mon accélérateur à main. Tu vois, là, Donc, on va dire ce qui est aujourd'hui le cruise, en fait. Si tu veux. Bon, ben voilà le moteur. Tu as eu toutes mes explications. Et je te propose d'aller faire un tour. Avec plaisir. Écoute, Jean-Pierre, j'aimerais savoir un peu sur les spécificités techniques de la voiture. On va commencer par les freins. Comment ça fonctionne? Tu m'as dit que c'était différent. Voilà, alors les freins, c'est des gros freins à tambour qui sont commandés à l'arrière par des tringles et devant par des câbles. C'est pas hydraulique. Mais compte tenu de la masse de la voiture, il faut assister ces freins. C'est pas, ta force de la jambe n'est pas suffisante pour stopper la voiture. Bien sûr, parce qu'elle pèse 2 tonnes 4. 2 tonnes 4, oui. Donc, à la sortie de boîte, il y a un axe qui sort perpendiculairement. Et sur le côté, de mon côté, là, il y a comme un système d'embrayage. C'est une licence hispano-suiza qui a inventé ça. C'est comme un embrayage, donc. Quand tu appuies sur la pédale, tu serres des disques. Bon, ça tourne, les disques. C'est assisté, en fait. C'est assisté, c'est une assistance. Et quand tu serres des disques, ça tire sur des biellettes. Donc ça te tire les câbles de devant. Et ça te tire les câbles, les barres de derrière, d'ailleurs. Ultra ingénieux. Je te ferai remarquer le silence. C'est incroyable. C'est une voiture de luxe. C'est un super luxe. C'est super luxe. De toute façon, on parle de Rolls-Royce, hein, donc on est vraiment dans l'arène des voitures de luxe. Quoi. Je vais freiner. Incroyable, c'est l'arrière qui bloque direct. Oui, c'est impressionnant. Impressionnant, ça sent les pneus et tout. Et j'ai pas appuyé outre mesure. Hein. Mais bon, c'est vrai que les tambours de derrière, ils sont aussi gros que ceux de devant. Ce que je ressens, moi, c'est que pour une voiture avec des freins à tambour, mais moi j'ai senti une puissance, une attaque au frein. Ça s'arrête de suite, quoi. Et par contre, il faut faire attention parce que ça bloque. Ça bloque. Ça bloque, mais ça freine aussi devant. Bien sûr, oui, parce qu'on a senti l'arrière bloqué, mais l'avant, il n'y a rien qui a bougé.
Voilà, et puis la direction ne bouge pas, parce que j'ai démonté les pivots devant, parce qu'elle est dure la direction, surtout quand tu braques à fond. Et donc je voulais voir si les pivots n'étaient pas durs, etc. etc. Et les mâchoires, tout ça c'est neuf, c'est incroyable, il y a de ces mâchoires d'une largeur. Et quand on parle de l'avant, vu que c'est une voiture qui pèse 2,4 tonnes, est-ce que c'est ultra directionnel ou c'est dur au volant? C'est dur au volant. C'est dur au volant, hein, il faut des muscles. C'est comme un camion. C'est comme un camion, d'accord. Et c'est vrai, parce que c'est pas... c'est vrai qu'on sent, quand on roule comme ça, on sent le poids quand même. Hein. Ah oui, oui, et puis elle suit la route. On ne bouge pas dans la voiture, mais on sent que ça cherche la route un peu. Ah, ça la cherche un peu, oui, parce que c'est un boîtier, c'est pas une crémaillère qui est. D'accord. Et en plus, l'essieu, il est devant le moteur, parce que l'essieu, c'est un essieu rigide. Actuellement, l'essieu, sur une voiture, le train avant, il est au niveau du moteur. Là, il est devant, parce que l'essieu, il ne passe pas sous le carter moteur. D'accord. Hein? Donc, tu as des renvois, et tout ça, ça a plus ou moins un peu de jeu. Quoique là, c'est monté, il y a des ressorts de rattrapage, qui font que, malgré tout, compte tenu de sa longueur et puis le châssis bouge un peu sur cette route qui est un peu sinueuse. Après, je voulais savoir, vu qu'on parle sur ces routes sinueuses là où on est, au niveau suspension, c'est fait comment? Alors, c'est des ressorts à lame, très longs, très très longs, qui sont gainés de caoutchouc, de cuir. Ok. Hein, et il y a le système de graissage dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, qui va dans toute la voiture, dans toutes les portions. Toute la voiture, articulation, qui va entre les lames aussi, qui va graisser entre les lames. C'est pour ça que tu sens rien. Hein. C'est vraiment tu ferais cette route avec une voiture moderne, tu es aussi secoué comme un prunier. Hein. C'est tout comme ça. Hein. Sur une voiture de 1930, je trouve ça vraiment exceptionnel. On n'est pas du tout secoué. Alors que bon, il y a le poids, il y a l'âge, et je trouve que c'est exceptionnel, ça charpe même pas la route là. C'est une voiture de luxe. Hein. Tout est fait dans cette voiture. Une voiture d'exception. Pour le confort. Après, j'aimerais savoir quels sont les points faibles de la voiture et les points positifs. Alors, le point positif, c'est une voiture extraordinaire. Pour moi, c'est une voiture extraordinaire. Et vraiment, je suis très heureux de l'avoir trouvée, entre guillemets. Je suis un fanat des voitures anciennes. Bien sûr. Et des très belles mécaniques. Bien sûr. Et je suis en admiration devant les anciens, avec les moyens qu'ils avaient, les techniques qu'ils avaient, les prouesses qu'ils arrivaient à faire. Voilà. Bon, alors, quels sont pour toi les points négatifs? Le point un peu faible, mais c'est parce qu'on est mal habitué, c'est la direction, elle est dure. D'accord. Elle est dure. Et Jean-Pierre, tu as oublié de me parler de... Elle boit beaucoup, cette voiture. Ah, la soif. Oui, mais ça, bon, faut pas le lui reprocher. Oh, ma puce. Écoute, il faut pas le lui reprocher. Hein. On est à quoi? 25? Théoriquement, 25-30. D'accord. Si on appuie, on est à 30, quoi. Oui, moi j'arrive avec l'overdrive, quand je suis allé à Luchon, tout ça, par exemple, j'ai fait du 20 litres. Alors Morgan, qu'est-ce que t'en as pensé? Je me suis régalé. Ouais. C'est vraiment une voiture d'exception. C'est à la fois énorme comme voiture, mais par contre, c'est facile à conduire. C'est facile à conduire, ouais. C'est facile à conduire parce que aucun défaut, ça éponge bien la route. Il y a du couple. Jean-Pierre démarre en seconde. À 40 km/h, il est déjà en 4e. Ça continue à tirer. Et puis c'est le luxe.
Vous savez pas C'est confort à l'intérieur aussi. Très confortable. Ouais. Oui, très confortable. Et puis, bon, il y a le seul truc, c'est la direction qui est dure quand même, parce qu'elle pèse 2,4 tonnes, on l'a déjà dit. Ah oui, c'est donc elle n'est pas évident. assistée, c'est une Ah oui, direction à j'ai dû l'aider insister. et tout. Ah, tu l'as aidé Dans les, Dans les dans virages les Dans une épingles. épingle, là, il m'aidait à tourner. Ah ouais, c'est pas évident. Du coup, t'as... Oui, je me fais les biscottes. costaud, Jean-Pierre. C'est clair. Merci à tous les deux. Merci à toi, surtout Jean-Pierre. C'était un grand plaisir pour moi. Eh ben, écoute, pour nous aussi, un grand plaisir d'avoir découvert ce magnifique prototype. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende. Bye!